arrivé et dont lui, son frère, s'est fait tuer par la police il y a 1 an, d'une balle derrière la tête à Épinay, et il vous racontera comment justement c'est suite à un contrôle d'identité. Donc, Djigui Diarra, réalisateur du film. Voilà, si vous avez des questions à poser et tout, n'hésitez pas, mais je pense d'abord qu'il va nous expliquer. Moi, j'aimerais qu'il nous explique comment il en est arrivé à faire ce film-là, en fait. Donc, on comprenne bien la situation dans le quartier populaire face à ce genre de situation. Avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier Samir, sa femme et tout le collectif de Choisis le Thème. Vraiment d'avoir mis en place cette soirée, mais au-delà de ça, de combattre pour nous, en fait, de combattre pour le quartier, les gens mis sur le de la société, marginalisés, etc. Les sans-voix. Merci. Voilà, et tous les autres de leur justement de mes voix, et encore une fois, si on peut les applaudir, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Djigui Diarra, j'ai 28 ans, je suis vieux. Je viens de la ville de Grigny, dans le 91, c'est à côté. Voilà, ça va faire 6 ans maintenant que j'ai décidé de me lancer sérieusement dans le cinéma. J'avais fait un premier court-métrage du nom de Tout pour elle, une histoire simple, voilà. Je racontais l'histoire d'un fils qui voulait exaucer le dernier souhait de sa mère avant de mourir, parce qu'elle avait un cancer. Et bon, il a eu pas mal de succès, Dieu merci, et ça m'a permis d'avoir de grands moments en fait pour la suite. Et très vite, je me suis posé la question, je me suis dit quel va être le sujet de mon prochain court-métrage. En tout cas, il y avait une certitude que je voulais que ce soit un court-métrage qui met en avant un fléau qui mine, on va dire, les banlieues, en tout cas le milieu dans lequel je vis, et qu'on ne voit pas forcément dans le cinéma en fait. Enfin, qu'on voit, qui est représenté, mais de manière trop lisse, trop biaisée, trop politiquement correcte, etc., etc. Donc très vite est venue la question des violences policières, et je ne dis pas violence policière, je dis violence policière parce que c'est des violences, par des crimes, c'est des crimes. Donc très vite, je me suis dit, ok, je vais faire un film là-dessus. Je vais m'inspirer de mon vécu, de celui de mes amis, de l'actualité qui, à l'époque, était très compliquée. C'est toujours le cas. On était en affaire à travailler, etc., etc. Donc je me suis dit, ok, je vais faire un film là-dessus. Donc j'ai commencé à écrire le scénario, à m'affilier avec des gens. Mais très vite, j'ai vu que c'était rebutant, c'était un sujet rebutant. C'est un sujet qui faisait peur aux gens en fait. Parce que voilà, je voulais pas vraiment. Moi je pense que quand on a un danger en face, si on veut alerter les gens, il faut le dire, il faut le crier avec la bonne tonalité. Si on ne fait pas avec la bonne tonalité, ça passe un billet à la poste quoi. Mais voilà, il fallait crier. On en a marre de voir les familles brisées, on en a marre de voir des frères et des sœurs aussi, parce que les femmes aussi sont touchées par ce fléau. Les hommes, mais bon voilà, en tout cas on en avait marre de voir des membres de nos familles partir comme ça sans dire au revoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un policier qui a été trop zélé, comme on a pu le voir ces derniers temps, quoi, qui a un problème, qui ne sait pas gérer le pouvoir qu'il a. Et je me suis dit, ok, je vais faire un film là-dessus. Donc il y a des gens petit à petit qui commencent à se désister. Le producteur, dans un premier temps, qui c'est trop violent. T'es sûr, les contrôles, ça se passe comme ça. Je m'inspire de mon vécu. Il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus réaliste en fait. Pourquoi il y a trop de noir et d'arabe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc petit à petit, je voyais mes moyens diminuer en fait. Je me disais, bon, peut-être c'est moi je suis fou ou c'est comment oui, non, mais on commence à douter, on se dit, mais je suis peut-être trop violent. Au final, non en fait. En discutant avec mes amis, les proches, la famille, les familles de victimes, etc., en fait, en toute modestie, j'étais dans le vrai. Je me suis dit, écoute, les gens qui se désistent, désistez-vous, il n'y a pas de souci, on va constituer une vraie armée de personnes
qui se sentent concernés par le sujet, qui veulent vraiment faire en sorte que ce film soit d'utilité publique, celui-ci et plein d'autres, hein, les documentaires ou autres, en tout cas le cinéma. Voilà, on va partir avec ceux, on va avancer avec ceux qui veulent avancer, on va construire avec ceux qui veulent construire, le reste, voilà, des rangs, des routes à vous, etc. Donc on fait le film, et vraiment ça a été l'expérience inoubliable. Ma première assistante, Linda, qui est là pour témoigner, ça a été dur, et ça a été jouissif, de fou malade. Vraiment, on était limite en transe parce qu'on savait que, comment dire, ce qu'on était en train de faire, ça a été fait, mais rarement. Et ça allait être vu, ça allait être porté. Et donner en tout cas des visages, des voix à des personnes qu'on y trouve sur le côté de la société, pardon. Et ça fait plaisir. Donc, voilà, on est allé jusqu'au bout du projet. Et très vite, on m'a dit, Jiggy, tu vas le faire, Jiggy, tu vas faire un festival, tu vas faire que des projets expérimentés. Bref, il n'y aura aucun moyen de diffusion. Et je me suis dit, c'est pas grave. En tout cas, on a tenu notre pari. On a atteint notre mission qui était de mettre en avant un fléau qui mine les banlieues françaises depuis des années et des années et des années et des années. Moi, j'avais la possibilité de montrer, de faire un constat, c'est-à-dire un mec de banlieue, et non pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui fantasme sur les gens de banlieue, qui exotise leur histoire, etc. Il y avait un truc de réappropriation, il y avait un truc une autre visibilité en fait. Et ça, 100% banlieue. Et franchement, je suis fier du petit bébé là. Franchement, à chaque fois que je le vois, j'ai des frissons. Même si je me dis, voilà. En tout cas, je suis très fier du résultat parce qu'on a fait beaucoup de projections. Et même dans des endroits connus en France, dans le sud, etc. Et carrément, il y a des gens, ils n'aiment pas me dire merci parce que, en fait, eux, ils s'abreuvent que les chaînes d'infos en continu, BFM TV, etc. Et je me souviens d'une dame qui m'a dit, je me suis dit, ah, merci, nous, on ne savait pas que ça se passait comme ça. Bah oui, voilà, c'est la réalité en France. On préfère montrer une autre et cacher une autre. Enfin, voilà, en tout cas, bref, je ne veux pas m'étendre, mais très fier de ce film. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comment on l'a fait. Si vous voulez, comme je rentre plus amplement dans les détails, n'hésitez pas, en tout cas, je suis très fier. Voilà. Quelqu'un a une question à poser sur le film, sur la situation? Il y a une situation qu'on voit dans le film, par exemple, c'est la clé d'étranglement. Le jeune pour lequel ils font les émeutes à la fin du film, c'est un contrôle d'identité en fait. Là, on n'est pas en train de parler d'un bandit, hein. On n'est pas en train de parler d'un mec qui a braqué une banque, hein. On n'est pas en train de parler d'équipe, on parle de jeunes. Ils veulent aller au cinéma, voilà, c'est des humains en fait, ils veulent aller au cinéma, l'autre il va chercher sa copine qui travaille au veille. Enfin, en fait, voilà, avec ce film, je voulais humaniser des personnes qu'on a trop laissées de côté, quoi. C'est pas des bandits comme il a dit Samuel. C'est pas des bandits, c'est pas des. Non, c'est des êtres humains. Voilà, les jeunes de banlieue, c'est des êtres humains. Ça peut en surprendre quelques-uns, mais c'est des êtres humains, tout simplement. Voilà. Par exemple, il y a un truc, il faut savoir que dans nos banlieues, c'est un peu comme il y a des enfants, en plus c'est bien. Dans les collèges et dans les lycées de nos quartiers populaires et dans les classes primaires, on nous envoie les profs les plus mal notés. Les plus mal notés de France. Il faut savoir que ceux qui opèrent dans les commissariats, dans les banlieues, c'est ceux qui n'ont même pas eu la moyenne. C'est des policiers, par exemple, qui ne deviendront jamais inspecteurs. Ils ne dépasseront jamais le stade de gardien de lapin. Gardien de la paix. Voilà. Mais nous, à l'époque, on les appelait les jardiniers. Mais c'est important parce que ces hommes-là, on parle d'hommes qui s'en prennent à des enfants, parce que comme je disais tout à l'heure, à 16 ans, on a encore un enfant. On parle d'adultes qui contrôlent des enfants et qui tuent des enfants. C'est-à-dire, imaginez-vous, quand vous avez un gamin de 16-17 ans qui part, qui sort de son quartier pour aller manger un grec, pour aller acheter un truc et tout. Quand ils tombent sur des mecs de 2 mètres, 1m80, 2 mètres, qui font des sports de combat, parce qu'ils sont mal notés, mais ils sont très bien notés dans ce qu'il s'agit des sports de combat.
Imaginez-vous un gamin de 16 ans, dans quel état il se retrouve quand il se retrouve face à ces policiers-là, à 1h, 2h du matin, à minuit. C'est affolant. Et c'est ce qui se passe depuis 50 ans en fait. C'est pas un nouveau phénomène, hein. C'est pas un phénomène nouveau ça. C'est un phénomène qui dure depuis la création des grands ensembles en fait. Et ça je vais vous donner un chiffre comme ça. Il y a plus de 500 victimes issues des quartiers populaires qui ont été tuées par la police, par arme à feu ou lors de contrôles d'identité. Il faut savoir que sur ces 500, il n'y en a aucun qui est fiché au grand banditisme. Il n'y en a aucun qui était fiché. Certains étaient fichés pour petite délinquance, c'est-à-dire on parle de quoi? Vol de moto, vol de scooter, il a volé à l'étalage à 16-17 ans. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui se sont fait tuer depuis 50 ans, c'est des citoyens comme n'importe quel autre citoyen. Mais, voilà, le quartier, depuis 50 ans, que ce soit la police, les politiques ou quoi, ils peuvent y faire tout et n'importe quoi. C'est un camp d'entraînement. Et c'est pas normal. Par exemple, à un moment, on voit la sœur, on voit une fille sortir quand Djigui il est sous contrôle la voiture en train de se faire contrôler. C'est Assa Traoré. Je ne sais pas si vous la connaissez de nom, je pense qu'il y en a qui la... Son frère s'est fait tuer lors d'un contrôle d'identité, le jour de son anniversaire. Vous savez, des Assa Traoré, il n'y en a pas beaucoup. Le comité Adama, il s'est monté pourquoi? Mais après, on peut comprendre. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal que quand un enfant, ou vous-même, parce qu'aujourd'hui, ils s'en prennent même aux adultes, est-ce que c'est normal quand vous subissez une telle violence, il faut se rendre compte du truc, c'est-à-dire de la violence qui se passe même après. C'est-à-dire que celui qui est violenté ou celui qui se fait tuer devient criminel, on le criminalise, on met en place toute une campagne pour criminaliser la victime, la famille et le quartier. Ensuite, comment se fait-il que c'est la famille qui est obligée de se battre pour porter plainte? Pour porter plainte, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des manifestations, d'organiser des rapports de force, d'aller devant les gendarmeries, d'aller devant les commissariats pour manifester quelque chose qui nous revient de droit. En fait, regardez la réponse de certains. Je peux les comprendre parce qu'ils ne savaient pas la situation. Oui, mais pourquoi il s'est fait tuer? Parce qu'il a volé une moto. Et alors? Est-ce qu'en France, on mérite d'être tué pour un vol de moto? Est-ce qu'en France, on mérite d'être tué parce qu'on est parti manger un grec et on s'est fait contrôler par des branquignoles, pour être poli? Est-ce qu'on peut... comment ça? Et on nous demande de nous taire. Par-dessus le marché, on nous demande de nous taire. On nous dit non, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il avait un casier judiciaire. C'est pas grave parce qu'il est originaire d'un quartier. Parce que le nom du quartier, c'est important aussi. Par exemple, voilà, on est à Choisy. On est dans une ville, par exemple, qui est historique ici. La vérité, ici, il y a une histoire. Il y a une histoire d'immigration. Il y a une histoire de quelques gens qui se sont fait tuer par des policiers. Et même pire, il y a des gens qui sont nés ici, à Choisy, ici, en France, et qui ont été expulsés dans les années 80-90 dans leur pays d'origine. Ça, c'est des trucs qui ne sont pas normaux. Pour ne pas prendre la parole tout le temps, je vais vous inviter à Mamad Camara. Juste, ça serait bien que vous écoutiez l'histoire de Mamad Camara que j'ai vu rentrer, qui est là, voilà. L'histoire à dormir debout, c'est l'histoire de son frère. Écoutez bien, c'est parce que c'est violent. C'est l'histoire de son frère qui a accompagné un copain. C'est-à-dire qu'il a demandé à son frère de l'accompagner à un endroit. Et son frère, d'ailleurs, il n'en est jamais revenu de cet endroit. Il est tombé sur la bac et il a pris une balle dans la tête. Et il va me raconter l'histoire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Avant tout, on parlait d'un frère de mon frère, il faudra avoir remercié Samir et Djigui et toutes les personnes aujourd'hui qui ont décidé de rester muets face à ce que nous font dans le quartier. Moi, je suis aussi d'un quartier populaire, j'habite dans Seine-et-Marne, Champs-sur-Marne. Je me présente, je m'appelle Camara Mahamadou. Je suis le grand frère à Gaël Camara. Gaël Camara, c'est un jeune de 26 ans. Qui s'est fait tuer dans la nuit du 16 et 17 janvier par la police de Villeneuve-sur-Seine. Mon petit frère, malheureusement, il a été abattu
moi voyou alors que ça n'était pas un déjà. Parce que c'était un jeune homme qui n'avait pas de problème avec la police. Ni avec la justice. Et même s'il aurait commis un délit, même s'il aura commis un délit, c'est pas comme ça que les policiers ont dû agir. Je vais vous raconter l'histoire du début à la fin parce que c'est très important de connaître le début et connaître aussi la fin. Il y a un véhicule qui a été volé samedi soir dans ma ville. On est originaire de Champs-sur-Marne. Et c'est pour ça que je précise à chaque fois, quand le véhicule a été volé, mon petit frère n'était pas sur le territoire français. Et quand on m'a dit que Gaï était impliqué dans un vol de véhicule, j'ai dit à ma mère que c'était quasiment impossible. J'y croyais pas, je dis c'est pas possible. Et après avoir fait notre enquête, effectivement oui, mon petit frère n'était pas impliqué dans le vol de voiture parce qu'il n'était pas sur le territoire français. Et les personnes qui ont pris le véhicule, ils ont gardé le véhicule. Mon petit frère est rentré de vacances. Il est rentré lundi. Lundi soir, il était au Cap-Vert, il est rentré lundi soir. Et lundi soir, quand il est rentré, il a dormi. Quand il a dormi, il s'est réveillé, il s'est réveillé le matin, il est parti à l'hôpital voir ma belle-sœur qui avait accouché d'un garçon. Et Dieu ne fait pas les choses pour rien. Et le soir, Gaï est parti faire ses petites courses, il est parti acheter un jogging, on a tout récupéré dans son véhicule. Et son ami en question lui a demandé de partir avec lui et de garder un véhicule. Et lui, c'était une personne, quand vous lui demandez service, il était directement. C'était un jeune qui était toujours à l'écoute des gens, il était souvent. Et ils ont pris le véhicule, parce qu'il ne faut pas. Moi, je ne cherche pas à nier quoi que ce soit. Ils ont pris le véhicule, ils ont déposé le véhicule à Épinay-sur-Seine. Après avoir déposé le véhicule à Épinay-sur-Seine, mon petit frère et mon petit cousin, mon petit frère et son ami en question qui a déposé le véhicule, ils sont partis récupérer mon petit cousin à Argenteuil. Mon petit frère a récupéré son véhicule. Il était dans son véhicule. Il faut bien le préciser aussi que le véhicule était assuré. C'était un véhicule qui était en règle. Il avait le permis de conduire. Et il y avait mon petit cousin qui était côté passager. Côté droit, côté passager. Et son ami qui devait récupérer le véhicule était derrière. En réalité, quand le véhicule a été pris de Champs-sur-Marne pour le déposer à Épinay, celui a dit qu'il y avait un traceur sur le véhicule. Et les policiers les attendaient sur les lieux. Et quand mon petit frère a déposé son ami qui devait récupérer le véhicule, cet ami-là a récupéré, les policiers, pour pouvoir les attraper, il faut du flagrant délit. Donc ils ont attendu que l'ami de mon frère récupère le véhicule dans la voiture. Mais quand mon petit frère a déposé son ami, lui il partait. Et quand il est parti, c'est là que les policiers ont surgi. Ils sont sortis, ils ont commencé à crier « arrêtez-vous » par peur. Moi je pense qu'il a voulu partir. Et ils ont tiré à 8 reprises dans son véhicule. Et quand ils ont tiré à 8 reprises dans son véhicule, ils ont commencé à... vous savez, quand on commet l'irréparable, moi je vais direct dans le mur. Je vais pas chercher à comprendre, à vouloir faire croire que tous les policiers sont mauvais. Mais on est obligé de dire que les policiers sont mauvais parce que les policiers qui sont bons, ils dénoncent pas le comportement de leurs collègues. Donc forcément, c'est comme nous. Vous savez, quand on parle des jeunes de quartier, on nous met tous dans le même sac. C'est-à-dire qu'on est des racailles, des voleurs, des vendeurs de drogue. C'est ça qui marche. C'est comme ça qu'ils ont réussi à nous salir. Et derrière nous, aujourd'hui, on a décidé d'en faire un combat, de demander justice. Mais quand on se bat pour demander la justice, quand des policiers commettent des actes irréparables, la justice les protège. Et c'est bien pour ça, c'est pour ça que ces policiers-là se comportent encore comme ça. On vit dans un pays qui se permet de donner des leçons de morale aux autres pays. 3 personnes. Je remercierai toujours le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré quand je prendrai la parole. Mais dans le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, il n'y a pas qu'Assa Traoré. Il y a Almami Kanouté, il y a Samir, il y a Youssef. Et ils sont tellement beaucoup, et ces personnes-là, ils sont venus à mon chevet. Ils sont venus nous aider, à nous donner des conseils. Et vous savez, quand vous vivez une injustice, c'est très important que des personnes viennent vous expliquer comment il faut faire, de ne pas tomber dans le piège qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on serait révoltés, moi je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas content de parler avec vous. Je serais en prison. Et derrière, j'aurais perdu mon frère. Déjà que ma mère, elle a du mal à s'en remettre. J'aurais fini en prison. J'aurais laissé ma femme et mes enfants dans la galère. Et mon petit frère qui est décédé, il n'aura jamais voulu ça. Donc Ils sont déscolarisés par an. Comment se fait-il? Comment ça se fait? On nous a dit qu'on allait améliorer le quotidien, le niveau de vie des familles dans ce quartier-là.
Mais quand on regarde aujourd'hui, mais le fossé, il est énorme. Aujourd'hui, la particularité des gens qui militent dans un quartier, vous savez ce qu'ils font aujourd'hui? Ils montent des épiceries sociales. Est-ce que c'est normal aujourd'hui que ce soit les habitants qui montent des épiceries pour pouvoir, c'est-à-dire pour que les gens mangent jusqu'à la fin du mois? Est-ce que c'est normal? Il passe où cet argent-là? Par où il passe? On dirait qu'il y a un truc, il n'arrive pas jusqu'à nos quartiers. Cet argent-là, il n'arrive pas jusqu'à nos quartiers. Par exemple, tiens, ici il y a un quartier, il s'appelle Jacques Cartier. Il va être détruit. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce quartier-là? Où est-ce qu'ils vont être relogés, les habitants? Ça fait 50 ans qu'ils nous... Tous les 10 ans, ils nous font un plan Marshall. Tous les 10 ans. Tous les 10 ans, ils injectent 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Mais nous, on ne les voit pas. Ça ne passe pas par nous. Pourquoi? Donc, il a raison, Gay. Le seul moyen aujourd'hui de se battre contre tout ça, c'est de s'organiser politiquement. Parce que les gens, ils ont peur. Ouais, il faut s'organiser politiquement. Il faut faire de la politique. Il ne faut plus les laisser parler à notre place. Il faut que ça soit nous qui parlions de nos enfants. Il faut que ça soit nous qui parlions de ce qui se passe quotidiennement dans ces quartiers. De toute façon, pourquoi ils veulent en parler, eux? Ils ne connaissent pas ces quartiers-là. Tout le monde aime les quartiers. Tout le monde veut aider les jeunes des quartiers. Mais ces jeunes des quartiers sont tout seuls. Quand on regarde, il y a une vidéo qui circule là depuis 2 jours, à Garches. À Garches. Les gens, ils vont dire, je sais que je vais me faire l'avocat du diable. Les gens, ils vont dire, ah, c'est des voyous, c'est des sauvages. Ils ont mis des coups de sabre sur un mec. Ouais. Mais pourquoi? On revient à la politique de la ville, on revient à ses sous. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on peut encore trouver ce genre de phénomène? Si ces jeunes-là, ils en sont arrivés à une telle violence, parce que c'est une putain de violence quand même de mettre des coups de sabre sur un mec qui est par terre. Pourquoi ils en sont arrivés là? Il y a une raison. C'est pas sans raison. On ne devient pas fou comme ça du jour au lendemain. C'est pas vrai. Il y a une raison. Pourquoi? C'est simple. Ces jeunes-là, ils ont été abandonnés. Depuis leur plus jeune âge, on leur dit vous valez rien. Depuis leur plus jeune âge, on leur dit vous êtes des voyous. Depuis leur plus jeune âge, on leur dit voilà, vous êtes les détritus de la société. Et qu'est-ce qu'on fait nous pour eux? Qu'est-ce qu'on fait? Pas que nous, mais tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ce phénomène? Qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui est bizarre, c'est que dans un quartier, tu retrouves toute la solidarité du monde. Tu ne peux pas crever de faim, parce que les gens, ils sont solidaires. Tu peux trouver du travail dans un quartier, parce que les gens, ils sont solidaires. Il faut qu'on revienne à des trucs simples. Il faut faire de la politique. Et pour faire de la politique, il faut s'organiser. Il faut s'organiser, et puis il ne faut pas avoir peur de sortir dans la rue. Il ne faut pas avoir peur d'aller devant un commissariat. Quand il y a un jeune qui se fait embarquer, et qu'on sait qu'il n'a rien fait, on est en droit d'aller au commissariat demander des comptes. On est en droit d'aller à la politique de la ville demander des comptes. Il est où cet argent aujourd'hui? Il est où? Quand je parle de milliards, c'est pas... Il y a des témoins ici, ils peuvent vous dire. Hein. Depuis 1990, c'est des milliards d'euros qui ont été mis à la disposition de ces quartiers-là. Quand on voit aujourd'hui l'état de ces quartiers, quand on voit aujourd'hui l'état de ces jeunes, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des femmes toutes seules, qui habitent toutes seules, qui sont obligées d'élever 3, 4 enfants, qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes-là? Quel réseau ils ont pour s'en tirer? Heureusement qu'il y a des habitants, heureusement qu'il y a une solidarité. Mais la solidarité, il y a des limites. Il y a des limites. Et pour dépasser la limite, c'est l'organisation. C'est l'organisation. Il faut qu'on s'organise entre nous. Comme à l'époque, le MIB, le comité contre la double peine, des gens ont réussi à le faire. Nous, par exemple, Madame Marie, moi je suis rentré dans le militantisme il y a 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on était avec Abdel un matin, un soir, voilà, on est au quartier, on est là, on discute. Le lendemain, on se lève, on nous dit « Ouais, vous avez vu ce qui est arrivé à Kader ?» Non, on n'a pas vu, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est fait tirer une balle dans la tête. Ils l'ont arrêté dans un coin, ils lui ont mis une balle derrière la tête, ils l'ont exécuté. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'est organisé.
On ne s'est pas organisé que dans la violence, parce que c'est ce qu'ils auraient voulu. On s'est organisé politiquement. On a pris des locaux et on a fait de l'éducation populaire. On a fait du soutien scolaire. On s'est occupé de nos jeunes. Et je pense que c'est une des solutions. On ne doit pas laisser nos quartiers à l'abandon, parce que nos quartiers, ils ont une histoire. Et nos quartiers, ce n'est pas des déserts politiques. Et je prends l'exemple du 94 parce qu'on est là, que j'aille à Ivry, à Vitry ou à Choisy, il y a un certain tissu social. Et c'est ce tissu social qu'on doit se réapproprier. On doit se le réapproprier. On doit faire confiance. Il y a des gens ici qui tiennent des associations. Je ne vais pas les présenter comme ça, on aura l'occasion. Eh bien, il faut faire confiance à des gens que tu vois dans ton quartier tous les jours en train de militer, en train de dire voilà, elle n'est pas à l'école, pourquoi elle n'est pas à l'école? Eh ben j'y mets mon grain de sel. Eh ben c'est ça. Faut pas montrer ces gens-là du doigt, dire ouais, ils veulent récupérer quelque chose et tout ça, ils veulent. Non, ils veulent pas récupérer, c'est pas vrai. Ils viennent pour nous aider. La plupart parce qu'ils sont nés dans ces quartiers-là. Alors ils reviennent dans ces quartiers pour nous aider. C'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à quelque chose. Parce que la police, on a affaire. Les gens, ils parlent de mafia, la police, ça nous parle de gangs dans nos quartiers et tout, d'économie souterraine. Mais ça se saurait, hein. Ça se saurait s'il y avait vraiment du banditisme dans nos quartiers. Ça se saurait s'il y en a qui se sont enrichis à coups de millions et qui font vivre tout un quartier entier. On sait très bien, nous, que c'est faux. On sait très bien que c'est pas vrai. On sait très bien que 90% des habitants des quartiers sont honnêtes. Ils vont travailler. Et on parle des 10% qui foutent la merde. Eh bien, il faut qu'on retourne la situation. On est 90% de gens honnêtes. Et on vaut mieux qu'eux. En fait, c'est eux qui valent rien. Nos petits frères, ils valent quelque chose. Ceux qui ont vécu dans ces putains de quartiers, ils valent quelque chose. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. C'est ça, on vaut quelque chose. Et on n'a pas le droit de nous tuer comme ça. On n'a pas le droit de nous faire ce qu'ils nous font depuis 50 ans. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade. Où moi, je comprends des jeunes qui montent en haut d'un immeuble et qui jettent des pierres. C'est de la légitime défense. C'est de la légitime défense. Mais à un moment donné, voilà, on est là et il faut qu'on réfléchisse ensemble. C'est pour ça, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est faites confiance à ceux qui militent dans vos quartiers. Faites-leur confiance. C'est pas des gratteurs. C'est pas vrai. Ceux qui militent dans un quartier tous les jours, ceux qui décident de se mettre à disposition des habitants du quartier tous les jours, c'est des gens bien. Et on leur doit beaucoup. Je vis donc à Bonneuil-sur-Marne. J'ai 42 ans. Je suis maman de 4 filles. J'ai été maman de 4 filles parce qu'en réalité j'en ai perdu une. Donc elle était handicapée, hein, elle était porteuse d'un handicap. Elle a vécu 10 ans. Et puis bon, en 2012, elle est décédée. C'est une fille qui évidemment me prenait tout mon temps puisqu'elle était handicapée, ça nécessite hospitalisation, vous imaginez. Elle prenait tout mon temps, sauf que le jour où elle est partie, pour beaucoup de gens c'était un fardeau que d'avoir un enfant handicapé. Pour moi c'était un fardeau que de ne plus l'avoir. Donc je n'avais plus rien à faire du jour au lendemain. Et du coup je me suis beaucoup cherchée. Dans mon deuil, je me recherchais beaucoup. Et moi je suis un peu partie, parce que ce soir j'en profite parce qu'il y a beaucoup de forces vives et j'ai besoin de transmettre parce que je vais repartir d'ici avec des contacts. Voilà, je pense qu'on va faire des choses parce que j'ai effectivement créé une association. Donc je reviens à tout ce que tu as dit tout à l'heure. Et du coup, voilà, je me suis recherchée, j'ai voulu trouver une action concrète, quelque chose qui va servir dans ma ville. Et en cherchant, je suis sortie en accompagnant mes enfants à l'école. Je tombe sur ces jeunes en fait quotidiennement. Ceux qui sont déscolarisés, ceux qui font rien, ceux qui fument la chicha, ceux qu'on pointe du doigt, ceux qui dérangent. Et du coup, j'ai décidé ce jour-là que j'allais me battre pour eux. C'est pas les miens, mais moi je considère tous les gamins comme les miens, perso. Donc, puis j'ai pas eu de garçons, comme je dis souvent, ce sont mes garçons à travers la nature. Et par conséquent, voilà, j'ai décidé de me battre pour eux. Ça fait quelques années que je suis sur le terrain. Ça fait quelques années que je fais plein de choses, mais évidemment, je suis qu'une maman, je ne suis pas professionnelle,
Voilà ce que je me prends dans la tronche en fait. C'est reste tranquille, reste chez toi, tu as des gamines, tu n'es pas professionnel, tu n'y arriveras jamais. Donc voilà, depuis un moment, là on est sur le terrain et depuis quelques mois, officiellement, avec d'autres mamans, on a monté notre association. Donc c'est Ensemble Famille Solidaire de Bonneuil. On retrouve toujours la solidarité dans les termes. Et on a créé notre association pour pouvoir s'occuper de ces jeunes et leur tendre la main. Moi, ce que je dénonce particulièrement, moi je suis née donc en 77, je pense que notre génération, elle a été égoïste, clairement, je le reconnais. En fait, on s'est chacun occupé, moi voilà, je parle pour ma génération, on s'est chacun occupé de nous-mêmes et on s'est pas du tout occupé de la jeunesse. On a fait parallèlement confiance à l'État, au gouvernement, aux institutions, aux écoles. On leur a fait confiance, on leur a donné, on leur a livré nos enfants. Ils en ont fait ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Donc, se lever, oui. S'occuper de nos gamins, oui. Aujourd'hui, je vois, vous avez la mentalité de ce qu'on appelle les grands frères. Effectivement, quand on rencontre des décès comme ça, on a envie de se battre. Moi, j'ai subi l'injustice. Je peux vous en énumérer plein. Et la première, c'est ma fille. Elle est handicapée, certes, mais c'est une erreur médicale. Je me suis battue. J'ai pris la meilleure avocate. Je me suis battue contre un meilleur des médecins. Il avait le bras long. Un non-lieu, clairement, non-lieu, tac, range. Donc, moi aussi, j'ai pas confiance. Moi aussi, j'ai subi. C'est pas grave, je suis passée où parce qu'elle est morte et que j'avais plus besoin de me battre, en fait. Je me battais pour elle, mais j'ai plus besoin. Parallèlement, et là, je vous fais vraiment une parenthèse, je suis en plein divorce pour violence conjugale, 22 ans de vie commune. Le 1er avril dernier, j'ai subi ce qui s'appelle une violence encore physique qui m'a insupportée. Donc j'ai appelé la police pour la première fois depuis 22 ans. J'ai appelé la police, secours parce que j'étais en danger. Il se trouve qu'ils sont venus et ils ont été dans leur rôle. Hein. Ils ont séparé le couple, ils ont voulu savoir qui avait raison, qui avait tort. Elle a duré 24 heures. J'ai comme vous détesté la police pendant 24 heures. Je l'ai détesté. À l'issue de cette garde à vue, qui a été longue, j'ai fait que pleurer pendant 24 heures et pas dormi. À l'issue de cette garde à vue, au poste de police même, j'avais déjà récupéré les clés de l'appartement. J'ai regardé mon mari parce qu'on est ressortis. Tous les deux, on était en garde à vue. Hein. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit qu'il ne rentrait plus à la maison. Parce qu'il avait osé me mettre au trou pendant 24 heures. Et je lui ai dit qu'il ne rentrerait plus à la maison. La police m'a regardé et m'a dit, parce que sachez qu'il a le droit de rentrer chez lui. Malgré tout ce qui s'est passé, il est en droit de rentrer chez lui parce que le bail est au denon. Je l'ai regardé, je lui ai dit qu'il ne rentrerait plus chez lui. La police m'a menacé, m'a dit si vous ne le laissez pas rentrer, vous reviendrez en garde à vue. Je l'ai insulté lui tous les noms. J'ai regardé la police, j'aurais dit il ne rentrera pas chez moi. Je suis rentrée et depuis ce jour-là, il n'est plus rentré. J'ai réussi. Mais c'est parce que mon ex-mari, maintenant je vais l'appeler, il a compris la haine que j'avais. Il a compris que s'il rentrait chez moi, c'est lui qui allait ressortir dans un cercueil et pas moi. Donc voilà, mais à un moment donné, j'ai détesté comme vous la police, mais sans ces 24 heures, je ne l'aurais jamais mis dehors. J'aurais continué à subir. Pour vous dire qu'on peut passer en fait d'un côté et de l'autre avec les histoires que l'on vit. Donc aujourd'hui, voilà ce que je dis, c'est que nous, je fais partie en fait des mamans. Je ne sais pas si récemment tout le monde a vu cette maman de Villeneuve-Saint-Georges qui a été médiatisée. Voilà. Donc nous, en fait, on a créé toutes nos associations suite aux violences dans les quartiers entre jeunes et les rixes entre jeunes. Parce que cette violence, comme tu dis, en fait, ces jeunes, à force d'être violentés, sont devenus violents les uns contre les quartiers entre quartiers. Ils se tuent entre eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se tuer. Moi, j'ai perdu une fille, je le dis, j'ai pas envie qu'une autre maman le subisse, mais encore, c'est d'une pire manière. Quand tu perds ton enfant parce qu'il a été tué par un autre gamin de la même communauté que toi, c'est encore pire. Donc en fait, moi, j'ai décidé qu'on devait se liguer. On manque de grands frères, nous, personnellement, on n'arrive pas encore à convaincre les grands frères, mais les mamans, on est dehors. Le 13 juillet, parce que c'est là l'histoire, ils adorent aller affronter la police. Ça fait 2 ans qu'on est entre eux. On fait la ligne entre les jeunes et les flics pour qu'ils s'en fait, on protège. Et la police, honnêtement, je vous dis, et la police et les jeunes. Merci pour ce témoignage, vraiment, merci beaucoup. Je vais juste compléter sur la partie des violences entre les jeunes. Voilà, hier ou avant-hier, il y a eu une grosse bagarre entre des jeunes de Garges, Légonesse et Goussainville.
moi, plus jeune, j'ai été dans ce phénomène aussi, malheureusement. J'ai compris en fait que voilà, c'est le système qui veut qu'on s'affronte entre nous, que les forces se divisent. J'ai très vite vu aussi que voilà, qu'un gars de Grigny avec un gars d'Evry ou avec un gars de Vitry, on pouvait faire de très belles choses ensemble. Et c'est pour ça que j'ai voulu le montrer dans le film en fait. Au début, on voit, ils arrivent dans un grec, il va chercher sa copine, le personnage principal. Ils ne peuvent pas fermer l'après-midi pour ouvrir après parce qu'il y en a deux qui traînent. C'est la cité d'en face. Ça se dispute, etc. Et puis la police, elle vient et elle ne cherche pas à comprendre. Pour eux, c'est des jeunes, quoi qu'il arrive. Que tu sois d'Evry, que tu sois de Vitry, que tu sois de Nez-sous-Bois, t'es un jeune de banlieue pour eux. Et on l'a vu aussi dans la scène à la fin où le personnage de Toussaint il meurt. Le vrai problème, c'est pas le mec qui habite la cité d'en face, en fait. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on a des perspectives d'émancipation? Parce que sans ça, en fait, ben, on va continuer à se battre continuellement comme ça parce que j'ai volé le poisson rouge de Samy ou enfin ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est juste ça, je voulais rebondir là-dessus. Merci encore pour le témoignage. Je terminerai juste pour dire par rapport au RIX, comme en fait nous on a nos villes qui s'affrontent. Moi je suis Bonneuil, ils viennent de Boissy, ils s'affrontent tous. Du coup on a créé chacune des mamans de cette ville, en tout cas. On a chacune créé notre association dans nos villes respectives. Et là on va donc s'unir à cette ville pour créer un réseau. C'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire que quand il y a une RIX qui commence, on appelle les mamans, les daronnes les daronnes comme ils nous appellent, les daronnes des autres quartiers débarquent dans notre quartier et en fait on fait ça tout le temps. Donc on l'a fait l'an dernier, ça a bien fonctionné. Moi je dirais que ça a baissé chez nous. Après j'ai la chance d'être à Bonneuil, c'est 18 000 habitants, c'est une petite ville, c'est un petit centre-ville. C'est pas là, ils n'ont pas cette chance à Villeneuve-Saint-Georges ou autre. Mais on a décidé de créer des réseaux pour s'entraider. C'est l'entraide qui va marcher, clairement. Et oui, on doit s'organiser. On doit s'organiser. Par rapport au risque des quartiers, moi pareil, j'ai vécu ça dans la ville. Et honnêtement, nous comment dans notre ville, les parents ont pu éradiquer ça. Il faut se dire la vérité aussi que nous, les maires de nos villes ont eu un rôle important. Parce que il y a eu nos grands frères qui sont plus âgés que nous, et il y avait nos parents. Et les personnes politiques de notre ville. Ils sont assis, ils ont dit attendez, mais là c'est quelque chose qui pour l'instant il n'y a pas eu de mort. Ils se battent avec des bâtons, il y a des blessés, tout ça, mais pour l'instant il n'y a pas de mort. Mais on ne peut pas rester les bras croisés et attendre qu'il y a des morts. Et moi je pense que c'est très important que des mamans s'organisent et se soudent entre eux, dans des quartiers différents. Mais il y a aussi ça aussi, nous aussi on a notre part de responsabilité. Vous voyez, quand nos mamans se lèvent pour dire arrêtez, nous aussi les grands frères on doit être à côté de nos mamans et leur faire comprendre à ces jeunes-là que ça ne va rien leur apporter de bénéfique, à part soit la prison ou la mort. Et ça, nous aussi on a notre part de responsabilité. C'est pour ça quand vous voyez aujourd'hui il y a aussi des jeunes aussi encore qui se battent et qui essaient de faire des choses pour arrêter ça, comme le jeune Adama Camara qui est de Garches. Et lui, c'est devenu quand même une personne qui se bat contre ça, contre les risques des quartiers. Au contraire, ils essaient de faire des choses, que les jeunes puissent rapper entre eux et se connaître entre eux pour arrêter ces violences entre nous. Et moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Et si un jour vous décidez de faire des marches, même dans les quartiers, et qu'on peut venir parler avec ces jeunes-là, bah, nous, on sera là, on essaiera d'être là pour vous accompagner, Inch'Allah. Une information sur Garches, le Garges, Adama Camara, celui qui va donner rendez-vous aux jeunes justement pour les RIX. Il faut savoir qu'il a perdu son petit frère, qui a été tué dans une RIX. Et qu'il a trouvé la force, parce que ça c'est puissant aussi, il a trouvé la force de pardonner à celui qui avait tué son frère. C'est-à-dire que c'est fort ce qu'il fait. Et je pense qu'un gars comme ça, on doit le soutenir. C'est-à-dire, s'il fait une réunion à Garches par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 jours, en tout cas, moi j'irai, parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on soutienne les gens qui militent dans nos quartiers. Il faut qu'on les soutienne. Parce que sans eux, on n'arrive à rien. C'est l'organisation, c'est la manière dont on va s'entendre tous ensemble qui va faire notre force. La seule chose dont ils ont peur, et c'est pour ça qu'on a fait quelque chose qui est le quartier, c'est notre nation.
La seule chose dont ils ont peur, c'est la coalition qui peut se faire entre les quartiers populaires. Et c'est pour ça que nous, on a sorti un slogan, c'est le quartier, c'est notre nation. Puisque vous ne faites pas de politique pour nous, puisque vous nous avez mis à l'écart depuis tout petit, puisque vous dites qu'on ne vaut rien, eh ben, le quartier, ça devient notre nation. Mais pas le quartier là où j'ai grandi. Non, le quartier. Le quartier, c'est ce qu'on vit tous. Par exemple, demain, je vous raconte une histoire, eh ben, il y en a beaucoup qui ont vécu la même. Et pourtant, on ne se connaît pas. Mais on a vécu dans les mêmes bâtiments. On a vécu dans les mêmes caves. On a fait les mêmes bêtises. C'est pour ça, c'est l'organisation. Et la seule chose dont ils ont peur, c'est celle-là. C'est que les quartiers, un jour, deviennent solidaires. Et moi, je suis optimiste. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans quelques années, on va y arriver à ça. Et ça va leur faire mal. Ça va leur faire très mal. Parce que c'est la seule solution qu'on a. Si demain on veut protéger nos petits frères, nos petites sœurs, si on veut se protéger nous-mêmes de tout ce qui nous arrive, c'est ensemble qu'on y arrivera. Moi, on m'a toujours dit, et c'est quelqu'un qui s'appelle Tarek Kaoutari, qu'on vous présentera plus tard et tout ça, dans l'année, c'est ce que tu arrives à faire collectivement qui fait ta force. C'est ce qu'on fait collectivement ensemble. C'est comme ça que le Barça a pris quelques Ligues des Champions d'ailleurs. C'est la seule équipe qui a joué comme ça. Encore merci à vous en tout cas. Et je vous annonce déjà, voilà, il y aura deux autres soirées qui seront consacrées aux luttes de l'immigration. C'est quelqu'un qui s'appelle Farid Talba, qui a fait un travail énorme avec l'écho des cités. Et il y aura deux soirées consacrées aux luttes de l'immigration. Il y aura le comité Adama qui sera invité. Et aussi, on va chercher et on va essayer de construire quelque chose sur la durée. C'est ça, c'est la durée. Il faut qu'on fasse quelque chose sur la durée. Et j'espère qu'on va y arriver ensemble et j'espère qu'on y arrivera avec les habitants du quartier. Je répète encore une fois, je sais que ça peut être... En tout cas, choisis le thème, c'est quartier populaire. C'est-à-dire que tous les thèmes, toutes les soirées qu'on fera seront consacrées aux problématiques des quartiers populaires. Et uniquement des quartiers populaires. Parce que c'est chez nous et ça nous appartient. C'est notre histoire. Et c'est à nous de la raconter. Merci encore d'être venus et à une prochaine fois.